retour dans cette édition du 14 juillet 2022 du live de TV Finance et il est désormais temps d'ouvrir notre rubrique Le débat économie fake ou pas fake avec nos deux invités, Charles et Philippe Béchat dans un premier temps. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien et en face de vous nous avons Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en ce 14 juillet 2022. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et économiste et fondateur du site Insolentiae. Messieurs, on va commencer avec ce thème, avec l'euro. L'euro qui a chuté brutalement depuis un an, a perdu quasiment un peu plus de 15%. Philippe, comment est-ce qu'on peut expliquer cette baisse brutale de l'euro ? Alors, fondamentalement, il y a un différentiel de croissance et de précocité dans le cycle qui fait que c'est toujours les Américains qui donnent le ton. Et donc, c'est le dollar qui est la monnaie privilégiée. Quel que soit le scénario, quand on parle de croissance, les Américains ont toujours un coup d'avance. Bon, il se trouve qu'en plus, la rémunération du dollar, qui est représentée par le niveau des taux d'intérêt aux US, cette rémunération a augmenté dès le mois de mars, pratiquement 6 mois avant que la BCE ne promette qu'elle va bouger le petit doigt. Or, elle se prépare à un mouvement de 25 points pour la fin du mois de juillet. Quand, depuis les chiffres de l'inflation aux États-Unis, au-delà de 9, on pense que désormais ce sera peut-être 100 points au lieu de 75. Et 100 points, c'est pas un fantasme, c'est exactement ce que la Banque centrale du Canada a fait le mercredi 13. Ouais. Voilà. Donc 100 points, on va avoir un différentiel de rendement entre les deux devises qui va être absolument colossal, puisqu'on va juste nous ramener les taux de prise en pension à zéro, de moins 0,50, alors qu'aux États-Unis, avec 100 points de mieux, on va se rapprocher des 300 points. Donc ça veut dire que la chute peut continuer, globalement, selon vous ? La chute continuera tant qu'on aura d'abord cette grande différence de rémunération entre les deux, et si jamais un des pays doit relancer sa croissance et en détendant fortement les taux, ce sera les États-Unis. Donc, à nouveau, on anticipera que ça va repartir aux États-Unis, quand bien même leur taux directeur serait à 250 points et nous, à moins de 100 points. À nouveau, psychologiquement, les opérateurs seront tentés de privilégier le dollar. Et puis, bien sûr, ils le privilégient aussi pour cette autre raison qui ne peut échapper à personne, c'est que la guerre actuellement, elle se situe sur le continent européen et à 7000 km de Washington qui donne les ordres. C'est sûr que c'est un peu loin. Vous nous parliez de la BCE, de la Fed, etc. Que doit faire la BCE ? Est-ce que la BCE a pris beaucoup trop de retard et désormais il va être impossible de rattraper le train qui est lancé ? Écoutez, avant de céder la parole à Charles qui est de retour, juste préciser que la BCE n'a pas vraiment pris de retard quelque part. C'est quelque chose de parfaitement assumé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le passager clandestin de l'activisme de la Fed. La BCE a décidé en fait de ne rien faire et de laisser la Fed faire tout le job, parce que si d'un seul coup on a une consolidation comme on l'a observé, et on y reviendra, sur le pétrole et sur les matières premières, c'est bien parce que les opérateurs se réfèrent à l'action de la Fed et pas à celle de la BCE. La BCE se laisse porter. La BCE se laisse porter, c'est comme vous le dites probablement volontaire, histoire peut-être de laisser la récession s'installer ou tout du moins le ralentissement de la croissance s'installer. Charles, qui pâtit réellement de l'effondrement de l'euro ? Alors, l'effondrement de l'euro a pour conséquence d'augmenter l'inflation. Donc, de toute façon, mécaniquement, tout ce que nous importons coûte plus cher quand on l'achète en dollars. Donc, toute la population pâtit de la faiblesse de l'euro. On ne gagne pas tellement sur la faiblesse de l'euro avec nos exportations, puisque frappé
par les pénuries de composants, frappé par, je dirais, toute la politique de transition énergétique qui vient pénaliser le secteur automobile, frappé par les pénuries de gaz russe. L'industrie, en fait, peut pas produire autant. Donc, en plus, on n'a même pas les gains de productivité induits par des monnaies plus faibles. D'accord. Donc, on perd sur tous les tableaux. Moi, je voulais revenir également sur l'euro parce que pour compléter ce que disait Philippe, je crois que les marchés ne peuvent pas attaquer les dettes souveraines des pays de la zone euro. Parce que sinon, la BCE va intervenir, elle l'a déjà dit avec son système anti-fragmentation, avec ses rachats d'actifs qu'elle pourrait reprendre, etc. Donc, les marchés ne peuvent pas attaquer les dettes souveraines des pays, bien qu'ils en aient une furieuse envie, parce qu'ils vont se retrouver avec la BCE en face. En revanche, si on regarde l'évolution des taux souverains, on voit qu'ils sont en train d'atteindre des plus hauts quand même depuis plus de 8 ans quasiment. Absolument. Mais c'est pas là-dessus, je pense, que se situe le cœur du combat des marchés aujourd'hui. Je crois que les marchés sont en train de tester la détermination de la BCE vraiment en testant et en attaquant l'euro. Parce que en attaquant l'euro, la BCE ne peut défendre l'euro globalement qu'avec une augmentation de taux d'intérêt. Or, les augmentations majeures de taux d'intérêt, la BCE a énormément de mal à les décider parce que justement, on a un problème de différentiel sur les taux souverains et qu'on a un problème de surendettement. Donc aujourd'hui, si je suis la smart money, l'argent intelligent, si je veux attaquer et faire une belle opération, je crois que je n'attaque pas les dettes souveraines, j'attaque pas les différentiels de dettes souveraines, j'attaque la monnaie, j'attaque l'euro et paradoxalement, la BCE est bien plus désarmée pour protéger l'euro que pour protéger les dettes souveraines des pays les plus forts. Ok, très clair. Merci messieurs. On marque une rapide pause et on va parler dettes souveraines et éventuellement défaut de paiement dans les États. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans notre interview écho avec nos deux invités, Philippe Béchade et Charles Sana. Messieurs, on va parler maintenant éventuels défauts de paiement des États, puisque après Bruno Le Maire il y a 15 jours, c'est au tour du premier président de la Cour des comptes de tirer la sonnette d'alarme. Globalement, la charge de la dette a augmenté entre 2019 et aujourd'hui de quasiment 16%. Philippe, comment est-ce qu'on peut expliquer que cette charge de la dette est augmentée à ce point-là ? Alors, quand les taux étaient à zéro, voire négatifs, la France était payée pour s'endetter. Pourquoi se gêner, surtout dans des circonstances telles qu'on les a connues, de mise à l'arrêt brutal de l'économie, et derrière on a envoyé un quoi qu'il en coûte que tout le monde a applaudi. Bon, il a fallu se demander si la stratégie de la Suède ou de quelques États américains qui n'ont pas confiné n'était pas préférable. Mais maintenant c'est fait, les choses. Le mal est fait, la dette a été gonflée, et chaque fois qu'on rajoute 25 points de taux, on rajoute plusieurs milliards de coûts de service de la dette. On est à quasiment 3 000 milliards de stock de dette. Donc vous faites une rapide règle de 3, 25 points de base, c'est une dette qui coûte immédiatement, en année pleine, ça finit par coûter 0,2 ou 0,3 points de PIB. C'est comme on dit, ça ne rigole pas. On a tout... Oui. Oui, non, excusez-moi, effectivement. Alors, je vais basculer avec vous, Charles. Charles, on a bien entendu que finalement, selon vous, les investisseurs ne vont pas attaquer les dettes des États, mais plutôt se concentrer sur la devise européenne. Ceci étant, donc, comme l'explique Philippe à l'instant, la charge de la dette augmente, et ce, à cause de choix d'orientation politique faits depuis 2-3 ans. Est-ce qu'il est possible, selon vous, Charles, de reprendre le contrôle de la trajectoire de la dette ? Non, je crois que non seulement on ne va pas pouvoir retrouver la trajectoire de la dette, mais je crois surtout que les marchés sont en train d'essayer de nous dire qu'ils ne croient pas du tout à la hausse des taux
en Europe, notamment parce qu'ils savent très bien et pertinemment qu'on a un énorme problème de financement des États. Et comme on a un énorme problème de financement des États, et comme l'a très justement et très bien expliqué Philippe, si vous augmentez les taux d'intérêt et si vous augmentez le coût de la dette, très rapidement, vous vous retrouvez avec 1, 2, 3, 4, 5% de PIB nécessaire, ne serait-ce que pour payer les intérêts de la dette. Aujourd'hui, on est à 110, 120% du PIB pour la France. Donc vous imaginez bien que 3% de taux d'intérêt, ne serait-ce que sur la dette, c'est pour 100%, c'est déjà 3% de PIB. Plus pour les 20%, encore 3%, vous êtes quasiment à 4 points de PIB pour payer rien que les intérêts si vous avez des taux à 3%, une fois que toute la dette a été roulée, etc., etc. Donc ce sont des montants qui sont aujourd'hui non finançables. Il faut avoir idée quand même du budget. Je vous donne juste quelques chiffres qui sont passionnants. Vous pouvez tous taper projet de loi de finances rectificative, le PLFR. Et donc, vous aurez ces chiffres, c'est en page 14. Vous vous rendrez compte que les recettes de l'État, c'est 315 milliards. 315 milliards d'euros, c'est les recettes de l'État français avec tous nos impôts, avec tout ce qu'on paye, 300 milliards d'euros à l'État. Et l'État va non seulement dépenser ces 315 milliards d'euros, mais en plus, il va dépenser 168 milliards de plus, qui va être le déficit budgétaire de cette année. Ça veut dire qu'on dépense 53% de plus que nos recettes. Notre déficit, et c'est 50% des recettes de l'État. Vous êtes à un niveau où, de toute manière, on ne peut plus reprendre le contrôle des finances publiques. Et si on voulait reprendre le contrôle des finances publiques, il faut bien avoir ça en tête, c'est que les conséquences d'une politique d'austérité nécessaire pour reprendre le contrôle des finances publiques, ou les conséquences de la faillite de notre pays, c'est sensiblement les mêmes. Mais alors donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement, Charles, du coup ? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais on peut avoir un scénario ou une réflexion autour du fait que les marchés vont continuer à appuyer sur l'euro selon ce principe que la BCE ne pourra pas augmenter significativement les taux d'intérêt. Donc, comme le disait Philippe, l'écart entre les États-Unis et l'Europe va continuer à se creuser sur le rendement de la monnaie. La guerre va continuer à se dérouler sur le sol européen et à préserver le sol américain. Donc, on risque tout à fait de voir la chute de l'euro continuer, ce qui va évidemment faire complètement se développer l'inflation qui va se renforcer par ces raisons monétaires. Et donc, l'inflation va s'installer en Europe, l'inflation va être durable. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. À partir du moment où vous faites du déficit budgétaire, à partir du moment où vous faites de la dette, à partir du moment où vous ne pouvez plus la financer, et à partir du moment où vous faites des taux d'intérêt bas, eh bien, à un moment donné, vous avez un problème monétaire. Et ce problème monétaire, eh bien, il se matérialise par la baisse de votre monnaie, par la chute de votre monnaie par rapport aux autres monnaies. Et il se matérialise par une inflation de plus en plus importante qui vient éroder le pouvoir d'achat de votre monnaie. Exactement, pouvoir d'achat dont on va parler dans un instant. À tout de suite sur TV Finance. Nous sommes donc de retour dans notre rubrique l'interview éco avec nos deux experts, nos deux macroéconomistes, Philippe Béchat et Charles Sana. On parlait du pouvoir d'achat, de la chute du pouvoir d'achat. Je rappelle une statistique, c'est l'OCDE qui nous expliquait la semaine dernière qu'en France, le pouvoir d'achat a augmenté entre 2007 et 2021 de 8,5%. C'est quand même une donnée qu'il faut comprendre. Vous parliez d'un autre côté. Alors moi j'ai envie de vous poser cette question, Philippe. Est-ce qu'il faut à tout prix préserver le pouvoir d'achat malgré le fait de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que le déficit public se creuse et va encore se creuser selon Charles ? Bon, d'abord, cette hausse de pouvoir d'achat est évidemment une escroquerie qu'on pourrait débunker très facilement. D'abord, en se référant au Shadowstat qui recalcule l'inflation
sur la base d'un panier où l'immobilier, par exemple, le coût de l'immobilier, le coût du logement, serait pondéré à hauteur de son poids dans le budget des ménages, à 30%, 35% et non pas 7 ou 8%. Donc évidemment que le pouvoir d'achat des ménages a fortement régressé depuis l'an 2000. Il n'y a que les chiffres officiels qui continuent de nous mentir. Voilà. Mais toujours est-ce qu'il faut le préserver, ce pouvoir d'achat, même s'il s'érode, il y en a encore un peu. Non mais le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, quelque part, ça ne se préserve pas. C'est le travail de la croissance d'augmenter le pouvoir d'achat. C'est ce que les États-Unis ou l'Europe ont connu du début des années 50 jusqu'à la fin des années 70, grosso modo. Donc le pouvoir d'achat, ça se préserve un peu quand même face à l'évolution, à l'explosion des prix du pétrole. Il faut bien préserver ce pouvoir d'achat. Ça a du sens, le terme préservation a du sens. Oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est l'État qui décide. À ce moment-là, qui préserve le pouvoir d'achat, c'était l'Union soviétique, c'est la Chine. Donc, je reviens à l'exemple des années 50 à 70, il n'y avait personne qui préservait le pouvoir d'achat. Il se préservait bien tout seul via la croissance. Alors là, ce qui nous arrive cette année, c'est on va se prendre la double peine. L'année dernière, rappelez-vous que le pouvoir d'achat de l'État aussi a augmenté grâce à la hausse des impôts augmenté du rebond spectaculaire de la croissance. Cette année, ça va être le phénomène inverse. Avec la contraction de l'activité et des recettes de l'État, on va se retrouver avec une perte de pouvoir d'achat de l'État, et c'est à ce moment-là que l'État va devoir voler au secours du pouvoir d'achat. Je dirais que là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la question de sauver le pouvoir d'achat. C'est impossible dans un contexte d'inflation. Naturellement, on le comprend bien. Sinon, il faudra augmenter le pouvoir d'achat de 8 ou 8,5%, ce que nous sommes absolument incapables de faire. Non, ce qui compte aujourd'hui, c'est de permettre aux plus fragiles, effectivement, de continuer à pouvoir payer le toit au-dessus de leur tête et celle de leurs enfants, nourrir la famille et éventuellement se chauffer pour qu'à l'automne, on ne nous dise pas, tiens, les urgences sont submergées de gens qui ont attrapé des bronchites parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer le chauffage, de faire leur virement à EDF. Voilà ce qui est en jeu. C'est même pas une question de pouvoir d'achat. Avec une inflation à 8%, je le rappelle, c'est totalement impossible. Charles, il faut le préserver, ce pouvoir d'achat, selon vous ? Alors, je ne peux qu'aller dans le sens de Philippe quand il vous dit ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pas de préserver le pouvoir d'achat, c'est d'aider les gens qui sont frappés de plein fouet par les augmentations de prix. Et Philippe a entièrement raison d'insister exactement là-dessus sur, je dirais, la dignité et le confort de base et de pouvoir se chauffer et s'alimenter. Et ça, c'est évidemment indispensable. Une fois qu'on a parlé de ça et de dire il faut absolument aider les plus fragiles parmi nous financièrement, et ça, c'est bien de voir le gouvernement s'orienter là-dessus parce que de toute façon, il ne pourra pas aider tout le monde. Bon, voilà. Et pourquoi il ne pourra pas aider tout le monde ? Parce que quand Philippe vous disait ceux qui préservent le pouvoir d'achat, c'est l'Union soviétique. Mais c'est extrêmement juste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ayez de l'inflation et donc un problème de pouvoir d'achat ? Le pouvoir d'achat, c'est la conséquence de la situation. C'est pas le début du problème. C'est la conséquence de tous les problèmes que nous avons. Nous sommes incapables de régler. Si vous voulez diminuer le prix du gaz et faire en sorte qu'il y ait du gaz, il faut faire la paix avec la Russie. Je vous dis pas c'est bien, c'est mal, Poutine il est gentil, il est méchant, c'est pas le sujet. Je vous dis juste techniquement, si vous voulez régler le problème de l'inflation du prix du gaz, alors faites venir du gaz. Tant que vous ne ferez pas venir de gaz, vous aurez un problème sur le prix du gaz et donc vous aurez un problème d'inflation. C'est très clair. C'est très clair, mais d'un autre côté, aujourd'hui, on est un peu dans une économie de guerre, donc il faut se préparer finalement par la force des choses à ces coupures, à ces legs, à ces ruptures d'approvisionnement et donc à ces hausses de prix. C'est un peu mécanique, en fait, il faut juste préparer les esprits à ça. J'essaye de répondre à votre question qui est comment préserver le pouvoir d'achat. Et je vous dis que pour préserver le pouvoir d'achat, il faut s'attaquer aux causes qui viennent éroder le pouvoir d'achat. Et les causes qui viennent éroder le pouvoir d'achat, c'est les prix de l'énergie, la baisse de l'euro à cause de l'endettement des États.
Donc, tant que vous avez des facteurs d'endettement des États qui empêchent la hausse des taux d'intérêt et donc la hausse de l'euro, et donc qui nous entraînent dans des problèmes monétaires de valeur de notre monnaie, eh ben, votre pouvoir d'achat de la monnaie, il diminue. Tant que vous avez des problèmes d'approvisionnement en énergie, votre énergie, elle augmente et donc ça vient amoindrir votre pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, aujourd'hui, il va continuer à être victime de la situation parce qu'aujourd'hui, toutes les causes perdurent. Toutes les causes à la baisse du pouvoir d'achat perdurent. Et encore une fois, je ne dis pas faut préparer, pas préparer, dire aux gens de mettre des pulls, pas des pulls, etc. Moi, je peux vous dire que dans la zone gilet jaune dans laquelle j'habite, ça fait déjà des années que les gens se chauffent à 15 degrés, voire ne se chauffent pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose de nouveau et la précarité énergétique, elle est bien plus importante que ce que l'on peut imaginer dans notre pays. Alors, je vous entends bien, Charles, et on va aborder ce sujet justement de la précarité énergétique juste après. Je veux revenir sur ce que vous dites tous les deux, messieurs. Ok, donc on a compris que finalement ce sont les causes, c'est les expériences, les mouvements qui ont été créés avant qui ont induit cette inflation énorme. Ceci étant, le gouvernement actuellement au Parlement cherche, à partir de lundi, va trouver des pistes, va essayer de dégager des pistes pour soutenir, renflouer le pouvoir d'achat. On parle, pour le gouvernement en place, de solutions à hauteur de 20 milliards. Pour les oppositions, on est à 100 milliards. Si je vous entends bien, en fait, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien qu'on débatte de ce problème à l'Assemblée nationale et finalement, laissons faire les choses d'une certaine façon. Non, mais là, on est en train d'essayer de vider les cales du Titanic avec une cuillère. J'avais juste fait une petite allusion à l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages de la hausse du coût du logement. C'est le principal facteur de perte de pouvoir d'achat des 20 dernières années. Vous avez une hausse de près de 250% du coût de l'immobilier dans certaines villes. Sur les 5 dernières années, vous prenez des villes comme Bordeaux, Rennes, même Le Mans, hein, où le mètre carré n'est pas cher. En l'espace de 5 ans, les acheteurs ont perdu l'équivalent de 2 chambres. Pour vous dire, la hausse du prix dans les villes. À aucun moment, les salaires n'ont jamais progressé au même rythme. C'est l'éléphant dans le corridor et on continue de faire comme s'il n'existait pas, ou on est en train de se concentrer sur le trèfle à 4 feuilles qui est entre ses pattes avant. Donc c'est quelque chose d'assez hallucinant. Et là, avec la remontée des taux, on va encore ralentir les achats d'immobilier, la production d'immobilier, donc le cycle de renchérissement de l'immobilier ne va même pas s'arrêter avec l'inflation. Enfin, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Et le gouvernement pense que c'est tellement important, cette histoire de l'immobilier et du logement, qu'il n'avait nommé aucun ministre, ni même sous-ministre, ni même sous-secrétaire d'État, dont le logement faisait partie de son portefeuille. De son portefeuille, voilà. De ses priorités. On marque une pause et juste après on continue. Voilà. On va essayer d'anticiper, de comprendre les conséquences de cette érosion du pouvoir d'achat. À tout de suite sur TF1. Nous sommes donc de retour dans cette édition du 14 juillet 2022 du live de TV Finance et dans notre débat économique avec Monsieur Béchade, Philippe Béchade et Monsieur Charles Sana. Messieurs, on continue. Donc on a bien compris que l'inflation allait continuer à augmenter, que ce sont les précaires finalement qui vont en pâtir le plus. Charles, vous faisiez référence aux Gilets jaunes, à la région dans laquelle vous êtes et qui finalement est un peu un foyer de difficultés et de contestation. Est-ce qu'on peut supposer que cette situation macroéconomique va entraîner inévitablement une insurrection ? Oh non, pas du tout. Tout dépend évidemment de la manière dont ça va être traité. D'ailleurs, souvenez-vous, le mouvement des Gilets jaunes commence un samedi de novembre parce que on a augmenté le prix des carburants en augmentant une taxe.
C'est une décision d'État. L'État n'était pas obligé d'augmenter cette taxe. Il n'était pas obligé d'augmenter les prix des carburants. Et donc là, les gens vont en vouloir terriblement au gouvernement parce que on les empêche de travailler et on se moque d'eux. Quand le prix des carburants va augmenter parce qu'il y a des problèmes avec Poutine, parce qu'il y a la guerre, les gens vont pas sortir dans la rue en cassant les vitrines et en mettant le feu à l'ambassade de Russie. Ils savent que ce sont des événements extérieurs et il y a une véritable intelligence, une véritable compréhension populaire des choses et ça n'a strictement rien à voir et les gens ont bien raison. Il y a ce que l'État fait et puis ce qui peut faire mal finalement les gens lui disent tu fais mal et puis il y a des choses qui s'imposent à nous et bien on fait avec. Ça veut pas dire qu'on est content mais on fait avec. Donc déjà la manière dont arrivent les problèmes joue énormément sur la réaction des gens et c'est tout à fait logique, c'est extrêmement rationnel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que finalement, regardez, il y a 3 ans, avec les Gilets jaunes, cette même administration, ce même gouvernement augmente une taxe, persiste dans l'erreur pendant des mois et des mois et des mois et même des années, alors que bon, n'importe quelle administration douée d'un petit sens politique aurait dit hop, on suspend, on réfléchit, on regarde, la France ne serait pas enfoncée dans une crise qui était sans intérêt, surtout quand vous voyez que 2 ou 3 ans après, l'État est obligé de faire open bar, d'ouvrir les vannes, que ce soit le quoi qu'il en coûte de la pandémie ou que ce soit maintenant une forme de quoi qu'il en coûte anti-inflation pour éviter justement les problèmes sociaux. Donc tout ça, quand on le remet en perspective, c'était une erreur politique fondamentale que de créer, de laisser se développer le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est vraiment de l'amateurisme politique. Ceci étant dit, pour répondre pleinement à votre question sur le risque insurrectionnel. Alors non, plutôt des mouvements sociaux, plutôt des râleries. Il n'y a pas de raison, apparemment, il va y avoir un traitement social de cette inflation et c'est plutôt bien et c'est plutôt raisonnable. Donc normalement, ça devrait permettre de maintenir une stabilité et d'éviter d'avoir des problèmes majeurs. Alors, est-ce que ça sera 20 milliards qui seront décidés à l'Assemblée? Est-ce que ça sera 100 milliards? Est-ce que ça sera des chèques? Est-ce que ce sera des tickets de rationnement? Peu importe la forme que ça prendra. Globalement, tout le monde est d'accord pour avoir un traitement social et pour éviter les gros problèmes. Le sujet, il n'est pas là, en fait. À court terme, il va y avoir un traitement social et à court terme, il n'y aura pas d'instabilité insurrectionnelle, éventuellement des instabilités sociales, mais rien d'ingérable. Le véritable sujet, c'est combien de temps est-ce que le traitement social va pouvoir durer. Et c'est bien là tout le nœud, et je vous ramène encore une fois à cette baisse de l'euro. Les marchés font le pari que l'euro va être et que la BCE va être obligée de monétiser avec des taux extrêmement bas et de l'argent encore gratuit, son incapacité à faire du traitement social de l'inflation autrement que par plus d'argent et son incapacité à payer les dettes autrement que par du plus d'argent et de l'argent créé pour payer les anciennes dettes. C'est ça que les marchés sont en train de nous dire. Et je pense que le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, quand on va arriver au bout de ça et que les marchés vont dire, l'euro, c'est quoi? L'euro, c'est le dollar zimbabwéen? L'euro, c'est une monnaie de singe? L'euro, c'est un ramassis de pays qui soit coupe le chauffage, comme ils vont le faire en Allemagne. Hein. En Allemagne, ils vont pas aider les gens à payer leurs factures. Hein. Ils vont couper le chauffage et ils vont mettre des pulls. En France, on va faire quoi? On va demander aux gens de mettre des pulls et on va leur couper le chauffage ou on va faire semblant de pouvoir continuer à payer le chauffage. Voilà, le vrai sujet, c'est celui-là à un moment donné quand vous avez saccagé vos finances publiques, quand vous avez saccagé vos recettes publiques, quand vous avez saccagé la productivité de votre pays, quand vous avez saccagé le coût de votre travail, quand vous avez saccagé l'envie d'entreprendre et la capacité de création d'une nation, quand vous l'avez transformé quasiment en État soviétique avec des prélèvements de l'État, de la sphère publique dans le PIB de presque 60%, eh bien, vous êtes au bout d'un système
Au bout de... Et c'est ça le véritable sujet, c'est combien de temps ça va encore pouvoir Combien tenir. de temps ça va véritablement durer, ces aides, cette accalmie sociale finalement, ce que vous dites. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Charles? Alors, je suis d'accord, mais je vais un petit peu élargir les observations au-delà de nos frontières. Les Pays-Bas sont depuis presque 10 jours maintenant dans une situation quasi insurrectionnelle, avec des manifestations d'agriculteurs, notamment éleveurs et producteurs céréaliers, parce que le gouvernement, appliquant une des directives de Bruxelles, enfin de l'UE, décide qu'on doit utiliser moins d'engrais. Alors, ils n'ont même pas besoin de le décider parce que avec une tonne d'engrais passée de 200 à 850 $ la tonne, déjà, les agriculteurs vont être un petit peu obligés d'en utiliser moins. Par contre, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'en plus de ça, l'État néerlandais a voulu également réduire le nombre d'élevages bovins, production de lait, etc. Donc, la moindre étincelle, la moindre maladresse politique, ou parce que le gouvernement néerlandais a voulu se faire bien voir de l'UE, ça a mis le pays là carrément à l'arrêt. Beaucoup de supermarchés sont vides, il n'y a plus de nourriture dans les rayons, il n'y a plus de produits frais, il n'y a plus rien. Évidemment, on n'en entend pas du tout parler ici, mais je peux vous assurer que aux Pays-Bas, il n'y a pas que la moutarde qui manque, il y a tout le reste, hein. Il manque la salade qui va avec, il manque les légumes, etc. En Italie, là aussi, on n'entend pas parler, mais depuis avant-hier, l'affaire des Uber Files a mis des dizaines de milliers d'Italiens dans la rue. Les chauffeurs de taxi, notamment, étaient hier devant le Parlement et scandaient dans la rue Draghi descend ou c'est nous qui allons monter. Vous n'entendez parler de rien dans nos médias, mais je peux vous assurer que partout en Europe, il y a des foyers de protestation et que la moindre maladresse peut transformer, comme on dit là, on est en période de sécheresse, eh bien la moindre étincelle peut complètement embraser le maquis. Mettre le feu. Voilà. On marque une dernière pause et juste après, on va parler de ces pénuries dont vous venez de faire référence. À tout de suite. Ok, messieurs, c'est notre dernier thème abordé. Vous parliez, Philippe, à l'instant des pénuries dans les supermarchés hollandais. Est-ce que, selon vous, les aides votées, voulues et proposées par les différents gouvernements, et le gouvernement français en particulier, sont d'une utilité particulière contre ces pénuries ? Alors, je vais répondre de façon paradoxale, mais en fait, plus vous mettez d'argent du côté de la demande, plus vous créez de pénuries du côté de l'offre. De la moutarde, la Banque centrale est incapable d'en imprimer. Du gaz, la Banque centrale est incapable d'en mettre un atome dans un gazoduc. Ce que l'on consomme, ça ne s'imprime pas. L'une des principales pénuries qui n'est pas résolue à ce jour, et là aussi il y a eu des erreurs d'anticipation, c'était que théoriquement les pénuries de pièces et semi-conducteurs devaient être résolues au début de l'année 2023. On commence à comprendre, quand on écoute Carlos Tavares ou d'autres géants de l'automobile, en Allemagne, chez Daimler, ou si vous écoutez ce que nous disent également les experts chez Ford, les pénuries de pièces risquent de perdurer jusqu'au printemps 2023. Qu'est-ce que ça veut dire, ces pénuries de pièces? Ça veut dire du chômage technique dans les usines. Le chômage technique dans les usines, ça veut dire des salariés qui touchent 60, 65, 70% de leur salaire. Quand déjà les gens ont du mal à régler leur facture de chauffage, vous comprenez que là aussi, on va au-devant de graves problèmes parce que ces pénuries de pièces, vous pouvez imprimer autant d'argent, ça ne résout pas le problème. Si la Chine ne nous envoie pas de conteneurs, eh bien, nous n'avons pas de quoi travailler. Donc, ces histoires de pénurie sont très complexes et voilà, c'était l'aboutissement en fait de notre déroulé. C'est qu'on arrive à un moment où même plus d'argent
ne permet pas de remettre de la moutarde dans les rayons, de construire plus de véhicules hybrides ou full électriques. De toute façon, les véhicules full électriques, on a bien compris qu'en Allemagne cet hiver, ils vont être alimentés, quand on va les recharger la nuit, ils vont être rechargés à 55% avec de l'énergie produite au charbon. Parce que il y a pénurie de gaz et il y a pénurie d'électricité avec nos centrales nucléaires. Il y a un réacteur sur deux qui est à l'arrêt. Autrement dit, une Tesla sur deux, en fin 2022 et début de 2023, roulera 100% au charbon. Voilà. Mais donc et ça, l'électricité, ça ne s'imprime pas. Effectivement, et c'est difficile à stocker. Charles, de quoi on va manquer cet hiver? Vous parliez du pétrole et du gaz. Est-ce qu'on va donc effectivement on va en manquer? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les prix continuent à augmenter du coup et quels sont les autres secteurs d'activité qui risquent d'être à la peine cet hiver? C'est très difficile de prévoir avec certitude quels sont les secteurs qui seront les plus touchés et si on va retrouver de la moutarde, mais qu'on va à ce moment-là se mettre à manquer de produits laitiers, par exemple. Je pense que l'une des prochaines crises va toucher les produits laitiers. Philippe parlait de ce qui se passait sur les élevages en Hollande. Vous voyez bien ce que je vous disais tout à l'heure sur les gilets jaunes, les effets d'une mauvaise décision gouvernementale par rapport aux effets d'une crise internationale. Philippe, vous parlez du prix des engrais. Quand le prix de la tonne passe de 200 à 800 euros le prix de la tonne, les agriculteurs hollandais ne sont pas avec leurs tracteurs dans les centres-villes. Quand l'État décide de leur dire maintenant vous utilisez plus ça et puis ça va faire que vous allez devoir baisser vos élevages de 30 ou 40% et que vous allez mettre la clé sous la porte, là les gens sortent parce que cette décision, l'État hollandais pouvait ne pas la prendre. Donc vous voyez bien déjà le différentiel dans ce qu'il se passe et dans la réaction des gens. Pour en revenir sur votre sujet sur les pénuries. Sur les pénuries, justement, on a un énorme problème au niveau des élevages, on a un énorme problème au niveau du fait de nourrir les animaux. Ça coûte extrêmement cher. Le prix du lait, par exemple, n'augmente pas. On parle en termes écologiques et de transition de réduire de toute façon l'impact carbone de l'élevage, de la viande, etc. Ça veut dire de moins en moins d'animaux, ça veut dire de moins en moins de produits laitiers, et ça veut dire que toute la filière agro-industrielle autour des produits laitiers va être touchée. Donc évidemment, le premier truc qui vient en tête, c'est Danone. Imaginez Danone sans du lait. Danone sans du lait, ça va être compliqué de faire beaucoup de yaourts, de faire beaucoup de yop, etc., etc. Donc, on va avoir comme ça une année, fin d'année 2022 et une année 2023 marquée par l'émergence de pénuries tournantes. Relativement inattendu et puis alors tout d'un coup ça va disparaître quoi. Voilà, tout d'un coup vous aurez plus de beurre, tout d'un coup vous aurez plus de lait, tout d'un coup vous aurez plus d'œufs, tout d'un coup vous aurez plus de confit de canard parce que on a tué tous les canards parce qu'il y avait la grippe aviaire. Et donc on va avoir comme ça des espèces de pénuries tournantes liées aussi au fait que nous avons atteint les limites d'un système productif, les limites d'un système logistique qui est basé sur une énergie abondante et pas chère. Et quand vous avez une énergie abondante et pas chère, vous avez un système économique qui peut tourner parce qu'en réalité, le système économique ne paye ni le prix de l'énergie réelle, ni le prix de la pollution, ni le prix en fait des ressources et des matières premières. Les ressources que l'on prend dans la terre, quasiment, on les prend gratuitement. Et donc tout ça, nous avons atteint une espèce de limite à ça. Rajouter à ça également que nous atteignons les limites de la mondialisation. La mondialisation a été très déflationniste pendant 30 ans, puisqu'on produisait de moins en moins cher dans des pays à bas coût, jusqu'au jour où, comme on a tout délocalisé, on n'a plus d'usines ici et toutes nos usines sont là-bas. Ça veut dire que là-bas, ils ont toutes les capacités de production, ils ont toutes les capacités d'achat. Donc, ils font les prix à l'achat sur les marchés internationaux et donc, ils font les prix à la production après. Et donc, un pays comme la Chine veut augmenter la valeur ajoutée qu'il prend
sur la chaîne de valeur internationale. Et c'est normal. Et c'est normal. Et donc tout ça, ce sont des grandes négociations internationales de partage de la valeur ajoutée. Et donc la mondialisation est passée de phénomène déflationniste à un phénomène très inflationniste. Ajoutez à cela la solvabilisation de centaines de millions de personnes à travers la planète, et vous atteignez les limites de production de la planète. Et ce que dit Philippe est extrêmement juste. Vous ne pouvez pas produire quelque chose juste en injectant de la monnaie. Juste en injectant de la monnaie. Pardon, vous n'avez pas entendu, Charles, vous disiez. C'est le grand retour du réel. Le grand retour du réel. Dernière question, messieurs, il nous reste 30 secondes chacun. Dans ce changement de paradigme, qui est effectivement, de paradigme économique, qui est effectivement assez clair, messieurs, est-ce que vous auriez des conseils de secteurs d'activité dans lesquels il faudrait plutôt investir que d'autres? Charles? Pardon. Alors Philippe, excusez-moi. Bien. Alors ceux qui me suivent, qui sont abonnés à certaines de mes lettres, savent que depuis le printemps 2021, je pense que l'achat de matières premières et d'énergie, c'est un trade de 10 ans. C'est-à-dire qu'on est parti sur 10 ans de hausse, bien qu'il faille envisager des corrections de 20 ou 25%, c'est ce qu'on vient d'avoir d'ailleurs sur le pétrole. Je regardais ce matin le prix des céréales, on a une chute de 25 à 30% du prix du blé, du maïs, alors que la récolte, les moissons viennent juste de commencer. Donc c'est juste de la spéculation et elle se dégonfle, mais elle se regonflera. Idem pour les matières premières qui, pendant 40 ans, ont perdu du terrain. Un panier de matières premières, c'était équivalent à une unité de Dow Jones, ou on va dire prenez une unité Dow Jones de 1980 et prenez une unité de matières premières qui avait la même valeur. Aujourd'hui, l'unité Dow Jones vaut 15 fois l'unité de matières premières. Donc, soit le Dow Jones rebaisse, soit les matières premières vont continuer évidemment de monter. Et alors, en ce qui concerne donc les pénuries, là, pour savoir laquelle va nous tomber dessus, il suffit en fait de regarder le 20 heures. Il suffit qu'un journaliste avec l'arrêt bien sur le côté vienne vous dire va-t-on manquer de beurre d'ici le mois de novembre? Manquera-t-on de crème dessert pour Noël? Et vous allez voir, dans les heures qui viennent, les rayons se vider de beurre, de crème dessert, et immédiatement, vous aurez, par effet d'entraînement et autorisateur, vous aurez des pénuries de tout. Là, ça veut dire qu'il faut également que nos médias fassent très attention à ne pas faire du sensationnalisme ou à ne pas essayer de nous alerter, ne serait-ce que pour faire le buzz, avec ce qui risque de manquer. Donc moi, mon trade, évidemment, mon trade sur le moyen long terme, alors c'est pas les commodities, jamais je ne recommanderais de spéculer sur le blé, le maïs, etc., ou sur les denrées alimentaires, mais très clairement, la transition énergétique et le zéro véhicule thermique d'ici 2035, il est évident que nous ne savons même pas où trouver aujourd'hui tout le cobalt, tout le cuivre, tout le nickel, tout le lithium dont nous aurons besoin pour la transition énergétique. Et je ne parle même pas de ces éoliennes, parce que là, il faut de l'acier et il faut au pied de chaque éolienne 800 tonnes de béton. Et le béton, c'est quoi? C'est du ciment. Et le ciment, eh bien, c'est du calcaire chauffé au gaz. Donc, le coût du pied du mât risque d'atteindre des coûts absolument extraordinaires. Très bien, merci Philippe. Charles, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, le seul placement que je recommanderais, c'est un placement monétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'euro va pas bien, eh bien, vous pouvez vous pencher sur le fait d'acheter de dollars pour évidemment prendre la hausse du dollar et éviter la baisse de l'euro. Donc, vous pouvez essayer de vous positionner un petit peu hors euro. Et puis, vous pouvez également acheter des métaux précieux et notamment de l'or parce que, eh bien, quand on a un problème monétaire, l'or reste toujours la valeur. D'ailleurs, très intéressant, juste une petite analogie, le Zimbabwe, à partir du 25 juillet, le Zimbabwe qui a
plus de 190% d'inflation actuellement, va introduire la possibilité pour tous ses citoyens d'utiliser le dollar américain comme monnaie et va permettre également à tous ses citoyens d'utiliser de l'or en frappant des nouvelles pièces d'or qui serviront et de stockage de valeur et également d'échange monétaire. Donc vous voyez, le Zimbabwe passe au dollar américain et à l'or, donc aux métaux précieux. Je pense que quelque part, c'est une belle analogie pour comprendre ce qui se passe en zone euro et la manière dont on peut essayer de se protéger de ces errements monétaires, car notre problème, c'est avant tout un problème monétaire et de dette. Très clair. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, Charles Sana, que vous êtes éditorialiste et économiste et fondateur du site Insolenciae, et Philippe Béchat, vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente journée. De notre côté, on va marquer une ultime pause et on se retrouve pour notre Poids Bourse. À tout de suite sur TV Finance.